Bien, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, merci d'abord des mots chaleureux que vous avez bien voulu employer pour m'accueillir aujourd'hui devant vous. Permettez-moi de souligner combien la passion qui vous anime est vive, à ce titre-là passionnante, à ce titre-là pédagogique, et que cela vous incarnez le dynamisme du mouvement que vous avez l'honneur de présider. Je voudrais en premier lieu vous adresser mes remerciements, ainsi qu'à la Fédération des coopératives HLM que vous présidez, pour votre invitation. Celle-ci me fournit l'occasion d'une première intervention devant un parterre de spécialistes du logement que je ne suis pas encore, que je vais devenir, et c'est pour moi l'occasion de vous livrer quelques réflexions. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que par culture et par expérience, je sais à quel point le stop and go en toute matière est nocif, et singulièrement lorsque l'on porte, comme vous, des opérations qui demandent de la continuité de la conception à la réalisation. Comme vous, j'ai la conviction que la stabilité des cadres dans lesquels les acteurs économiques agissent est une garantie de sérénité collective pour dégager l'horizon et pouvoir avancer. Comme vous, je partage ces valeurs de l'économie sociale, non seulement parce que vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'y ai œuvré une longue partie de ma vie, mais tout simplement parce que je crois qu'en effet, cette économie sociale garantit l'efficacité dans le monde économique qui est le nôtre, mais en même temps à des modes d'exercice du pouvoir, des modes de gouvernance et des modes de réinvestissement des profits qui sont profitables à la société tout entière. Comme vous, je partage aussi ce désir de simplification, même si je n'ai pas encore toujours compris pourquoi chaque fois qu'on simplifie, ça devient plus compliqué. Mais je vais m'attacher à faire en sorte que l'on puisse simplifier pour de vrai, sans donner, car je ne crois pas que cela procède forcément de la mauvaise volonté. C'est souvent des effets dominos qui font que, au fond, les choses deviennent plus complexes parce que simplifier devient un exercice difficile lorsqu'il faut dénouer des entrelacs de textes, de normes, etc. Alors, permettez-moi à ce stade de vous dire aussi, puisque vous l'avez évoqué, que s'agissant du décret qui a quelque peu irrité le décret CUS, eh bien, un dialogue d'application va s'ouvrir et je ne doute pas qu'on trouvera une solution qui fera en sorte que les modalités d'application conviennent et répondent à vos attentes. Je mesure à quel point le secteur du logement est à la fois une réponse à un besoin fondamental des populations, qu'il est un enjeu porteur de qualité de vie et de pouvoir d'achat, et un secteur majeur en termes économiques et d'emploi, dans le bâtiment, dans la construction, dans la rénovation. D'ailleurs, que la cohésion des territoires, qui a le défaut d'être un terme un peu abstrait, j'en conviens, permette de regrouper dans l'action publique d'État à la fois l'aménagement du territoire, à la fois le logement, à la fois l'action des collectivités locales et la politique de la ville, ceci me paraît une garantie d'efficacité et je me demande même depuis quelques jours pourquoi on n'y a pas pensé avant. En tout cas, le logement, oui, a bien son ministre dans ce cadre d'une action d'État voulue globale et plus efficace. Ce secteur du logement, je le sais, passionnant, au croisement d'enjeux de toute nature, des enjeux sociaux en premier lieu, des enjeux économiques, financiers, des enjeux environnementaux et climatiques, mais aussi des enjeux de santé, et enfin, et surtout, à mes yeux, des enjeux territoriaux. L'action sur le logement est en effet une composante primordiale de la cohésion des territoires. Le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat répond à des caractéristiques qui sont territorialisées et qui sont en lien direct avec la composition sociale, la démographie, l'activité économique de tel ou tel territoire. On parle souvent de la politique du logement comme d'une politique nationale, là où l'on sait que les réalités territoriales sont extrêmement diverses, et on résume trop souvent
cette politique nationale a une statistique, celle du nombre de logements construits sur une période écoulée. Cette statistique, certes, est un indicateur macroéconomique important, mais est-ce un indicateur pertinent pour caractériser toute la politique du logement? Je le crois, mais en partie seulement, car c'est bien localement que des politiques de l'habitat adaptées au contexte se définissent et se mettent en œuvre. Un objectif de production a donc à mes yeux du sens s'il est territorialisé. Et si l'on peut se réjouir que la production de logements soit en progression significative, de 15% environ sur la dernière année, on peut se réjouir au moins autant que la localisation de cette production ait elle aussi mieux répondu aux attentes. Ainsi, l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou la Corse, où la pression de la demande est très forte, ont battu également des records dans la production de logements sociaux en 2016. Les zones dites tendues ne sont pas tout. À la variété des situations différentes répondent une multitude de leviers d'action et des chaînes d'acteurs qui sont complémentaires. L'État, évidemment, y prend toute sa part. Les collectivités, et singulièrement les intercommunalités, sont à la manœuvre, et un tissu d'opérateurs très riche, dont vous, les coopératives HLM, faites pleinement partie, vient proposer, apporter localement des réponses aux problématiques du territoire et de tous les territoires. Cela demande de l'engagement, cela demande du professionnalisme. Et je sais que vous n'en manquez pas, là aussi par expérience. Vous déployez autant d'ingéniosité pour mener à bien une petite opération d'accession sociale en centre-bourg que pour faire émerger un grand édifice dans une métropole. Et c'est toute la cohérence précisément de mon ministère, celui des territoires, de leur cohésion, et d'une action adaptée à chaque collectivité, métropole, ville moyenne, secteur périurbain, territoires ruraux, territoires dynamiques ou au contraire, territoires en déprise économique. Et tous ont des problématiques à résoudre et doivent donc pouvoir trouver les outils qui conviennent pour remplir les objectifs de l'action publique en matière de logement. Permettre à chacun un accès à un logement de qualité, adapté à ses besoins et à ses capacités, et contribuer ainsi à ce que les territoires trouvent ou retrouvent, vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, la voie du bien vivre ensemble pour leur permettre d'exprimer leur potentiel, voilà bien l'objectif que nous partageons, car l'enjeu est bien la reconquête des territoires qui se sentent parfois abandonnés, déclassés, maltraités et qui ont le sentiment qu'au fond, le monde tourne sans eux, qu'il y aurait des gagnants et que eux, sur tel ou tel territoire, seraient des perdants éternels. Et le logement, vous l'avez également évoqué, est aussi un secteur d'innovation et c'est bien un axe sur lequel je compte m'investir. Innovation technique et technologique, c'est certain. Le numérique y apporte, comme dans d'autres secteurs, son lot de promesses, d'améliorations et de bouleversements. Il fait évoluer le rapport aux habitants, aux clients, aux divers corps professionnels et modifie tous les métiers, en réalité, de la conception à la gestion. C'est une chance et beaucoup de progrès sont encore devant nous. Vous avez d'ailleurs, je crois, consacré une partie de vos travaux de cette journée à cette thématique et je crois que vous avez vraiment eu raison de le faire. La performance énergétique et environnementale est aussi au cœur des défis à relever. Il faut, vous le savez, concilier performance, qualité, simplicité d'usage, coût maîtrisé, et c'est d'autant plus indispensable que lorsque, comme vous, on s'adresse à une clientèle dont on connaît les budgets modestes ou serrés. Les maîtres d'ouvrage de la grande famille HLM ont la réputation d'être en pointe et soyez sûre, Madame la Présidente, que vous me trouverez toujours prêt à vous encourager et à vous accompagner sur cette voie. Mais l'innovation, ce n'est pas que la technologie, c'est aussi l'innovation sociale, c'est l'innovation financière, juridique. Et dans ce domaine aussi,
les coopératives HLM peuvent être considérées comme fer de lance. Le modèle coopératif et les valeurs coopératives sont certes une idée ancienne, mais d'une grande modernité, j'en ai la conviction. Vous proposez d'ailleurs de longue date des produits spécifiques qui permettent à des ménages modestes de passer progressivement du statut de locataire à celui de propriétaire, dans un cadre accompagné, sécurisé, et qui tolère les accidents de parcours. Il y a peu de secteurs qui les tolèrent. On me dit qu'ils ne sont d'ailleurs pas si fréquents. Et c'est le signe que le travail est bien fait et que l'accession à la propriété reste un moteur puissant pour ces ménages. Sur le sujet de l'acquisition par le locataire de son logement, il y a un véritable enjeu. Un logement vendu, c'est la possibilité pour le bailleur social qui vient de vendre d'en construire deux. Donc au final, c'est 3 familles logées. Ce cercle vertueux, surtout quand il est accompagné par les opérateurs, mérite notre attention et nous regarderons ensemble comment plus le développer encore. Vous êtes aussi en prise avec les évolutions sociétales impliquées dans l'habitat participatif et l'émergence de nouvelles formes de propriété. Les offices fonciers solidaires que vous avez évoqués et dont vous allez contribuer au développement feront peut-être partie demain des outils courants des politiques de l'habitat. Vous avez également cité, chère Marie-Noëlle Lienemann, l'accompagnement vers et dans le logement des ménages en difficulté sociale, dont je sais qu'il vous tient tout particulièrement à cœur. Et ce sont là des initiatives formidables qu'a pris votre mouvement, et je tiens à les saluer et à vous dire combien il est nécessaire, s'il était besoin que ce soit moi qui vous le dise, combien il est nécessaire de continuer à inventer chaque jour. Mais sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais dégager quelques principes qui, me semble, sont de nature à conduire une action locale performante en matière d'habitat. Le premier principe, c'est de partager l'analyse. Et mes premiers contacts avec les acteurs du logement m'ont confirmé qu'aucun ne détient seul la clé. Il faut des grandes et des petites opérations. Il faut du parc public, du parc privé, du locatif, de l'accession, et bien cerner chaque fois à quels besoins on veut répondre. De même, la question du logement n'est pas sensible que dans les zones tendues, même si elle est là aussi sensible, mais même si souvent ce n'est guère que cet aspect-là qui est retenu ou mis sous les projecteurs. La question du logement se pose sur tous les territoires. D'ailleurs, l'accession sociale, votre cœur de métier, répond à une aspiration de bon nombre de ménages, où qu'ils se trouvent. Elle est aussi un facteur de mobilité, vous l'avez souligné. Elle contribue à fluidifier les parcours de vie, à faciliter la sortie de certains ménages du parc social et à renforcer la mixité sociale des territoires. Dans les secteurs de la rénovation urbaine, par exemple, elle peut permettre de stabiliser sur un quartier des habitants solvables qui, sans cela, l'auraient quitté. Elle peut contribuer aussi au redressement de l'image d'un quartier et ainsi à un regain d'activité. Un autre principe, c'est collectivement de se donner un cap. Nous devons nous donner des moyens d'observation pour pouvoir réagir et nous adapter collectivement aux évolutions. Mais il nous faut penser la reconquête des territoires tendus, comme ceux qui ne le sont pas a priori, mais qui souffrent d'autres maux. L'habitat insalubre, mal adapté, qui ne répond plus aux besoins de celles et ceux qui se trouvent sur le territoire donné. Il nous faut également miser plus encore sur l'ingénierie. C'est nécessaire pour concilier qualité urbaine et réponse aux besoins. Et surtout, soigner le passage du diagnostic à l'opérationnel, utiliser les bons leviers, les adapter, mobiliser les compétences et les opérateurs présents, aller chercher ou susciter parfois ce qui manque. Et donc, dans ce contexte ou dans cette perspective, il me semble que les coopératives HLM ont toute leur place en tant qu'acteurs qui proposent localement des solutions performantes et innovantes. Dans un monde HLM qui connaît d'importantes recompositions, j'ai bien entendu votre souhait de voir perdurer un tissu diversifié d'opérateurs. Vous avez dit, on a tendance à penser que
Plus on est gros, mieux c'est. Moi, j'essaye de mincir. Et par conséquent, il me semble que l'agilité des acteurs doit être préservée, qu'il ne faut pas avoir de conception bureaucratique a priori, que parce qu'on serait petit, on serait plus agile, ou parce qu'on serait gros, on serait plus performant. La réalité, c'est qui est efficace, qui répond aux besoins, et là-dessus, soyons tout simplement pragmatiques. Alors, ce maintien d'acteurs diversifiés sur le tissu, j'y suis sensible, mais évidemment non plus. Cela ne doit pas empêcher les dynamiques collectives. À la vérité, il faut laisser vivre les uns et les autres, les laisser s'associer s'ils le jugent pertinent, et que des formes nouvelles puissent se créer si les acteurs eux-mêmes en font la démarche et l'estiment pertinent, opportun et nécessaire. Je crois en l'agilité de structures comme les vôtres. Le professionnalisme et l'engagement, que je citais tout à l'heure, comme des vertus évidemment indispensables, tout comme la capacité à innover, ne sont pas des affaires de taille. Mais alors, et au niveau national, me direz-vous, beaucoup a été fait au cours des dernières années sur le plan législatif et réglementaire. Des résultats ont été obtenus. Il est aujourd'hui important de les consolider. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Madame la Présidente, je veux rendre hommage à Madame Emmanuelle Cos, dont je vous ai dit avec quelle passion et quel engouement elle m'a transmis le flambeau lorsque nous nous sommes vus lors de la cérémonie dite de passation des pouvoirs. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, dès ma prise de fonction, et vous avez eu la gentillesse de le rappeler, et je constate que nous sommes en phase, le secteur du logement et de l'urbanisme a besoin d'une certaine stabilité. Je sais que ça fait assez conservateur de le dire, mais enfin, il nous faut permettre, je le disais en début de propos, à chacun de voir clair sans avoir le sentiment qu'une menace d'évolution pèse, ce qui inhibe les comportements, inhibe les investissements et, au fond, ralentit l'action. Alors, cela ne veut pas dire que rien ne sera modifié, que rien ne sera inventé. Mais je note d'ailleurs, et j'ai bien écouté votre propos, que vous avez vous-même, il y a quelques minutes, émis des pistes de dispositifs nouveaux pour intervenir notamment dans les centres-bourgs ou pour traiter des situations indignes. Donc, modifier les cadres, ce n'est pas mon appétence, mais continuer à inventer, à faire que des dispositifs répondent plus efficacement encore aux besoins, eh bien tout cela, il nous faudra ensemble l'étudier avec intérêt. Et s'ils se mettent en place, nous essaierons de leur laisser précisément quelques années d'existence pour que les acteurs aient le temps de se les approprier. Les dispositifs qui sont parfois ouverts pour 1 an, voire moins, me laissent parfois songeur, comme si finalement on était dominé par la peur que ces dispositifs puissent fonctionner. Je souhaite surtout, et je le demanderai à mes services, qu'on se concentre sur la qualité du relais, sur le terrain, des politiques et des dispositifs mis en place. L'appui à la mise en œuvre me semble une condition absolument nécessaire. Sur la pérennité d'un certain nombre de dispositifs que vous avez appelés de vos voeux, vous avez raison. Plus tôt les choses seront fixées, plus tôt les acteurs sauront comment tracer le chemin. Alors, je vais vous faire un aveu. En 6 jours, je n'ai pas eu le temps de mettre sur la table tous les arbitrages, ni même de les obtenir. Mais j'ai conscience, évidemment, qu'il ne faut pas attendre les discussions budgétaires de fin d'année pour savoir si des dispositifs aussi importants que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur et qui ont démontré leur efficacité vont être pérennisés ou au contraire remis en cause. Je parierai pour ma part sur le premier terme. Et il m'arrive de perdre des paris, mais pas souvent. C'est pourquoi, Madame la Présidente, le message que je voulais tout simplement vous délivrer ici, c'est de dire que c'est bien de faire et de faire ensemble qu'il s'agit. Par conséquent, si c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à votre invitation aujourd'hui, c'était pour vous dire que je compte, moi, sur tous les acteurs de la politique du logement pour m'aider, pour participer de plein pied à la politique de l'État en matière de logement, puisqu'au fond, vous l'avez rappelé, il n'y a qu'un enjeu qui vaille, c'est répondre
aux défis de notre époque, c'est de redonner du sens concret à l'égalité républicaine, c'est travailler par le logement, mais aussi par d'autres dispositifs très en amont des crises qu'il est déjà trop tard parfois de gérer ou de régler lorsqu'elles surviennent. Par conséquent, nous avons devant nous des défis immenses. Le quinquennat qui débute s'ouvre sur beaucoup de défis à relever. Le président de la République a eu l'occasion de rappeler le jour de son investiture, c'était à la visite qu'il a rendue à la maire de Paris, comme le veut la tradition, qu'il faudrait que chaque commune, chaque département, chaque région puisse être un territoire d'excellence. Eh bien, c'est pour ma part la tâche à laquelle je vais m'efforcer de contribuer. Pour ce faire, j'aurai besoin de vous, et je sais, Madame la Présidente, que je peux compter sur vous. Merci.